Bonjour Monique, bonjour Raymond. Bonjour, monsieur. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à notre émission intitulée Technique picturale. Aujourd'hui, nous avons un sujet extrêmement important. Le titre, c'est la palette. J'ai choisi mes couleurs, j'ai formé ma palette avant l'émission pour gagner du temps que je vais vous exposer. Vous allez remarquer que ma palette n'est pas blanche. Et elle est de ton gris. C'est toujours voulu, quant à moi. Et on comprendra par la suite pourquoi. Mes couleurs se divisent en deux parties. On pourrait dire en trois, mais ne compliquons pas les choses. Les couleurs sont constituées de deux familles. La famille arc-en-ciel, que vous avez ici. Nous avons vu dans les émissions précédentes, quand on a décomposé un rayon lumineux, on l'a décomposé en 6 couleurs, 3 primaires, rouge, jaune et bleu, et 3 couleurs secondaires qui sont les complémentaires, l'orangé, le vert et le violet. L'indigo, 7e couleur, ne rentre pas. Ici, j'ai mis une couleur symbolique, une couleur lac. On appelle ça les lacs, laqués. Il y en a plusieurs, mais j'en ai mis une seule. Et à partir de là, nous avons des couleurs qu'on va appeler les terres. Appelons ça arc-en-ciel, appelons ça arc-en-terre. Et pourquoi pas? On va se comprendre, n'est-ce pas? Quand on dit arc-en-terre, c'est-à-dire on travaille avec les terres. Et on va avoir une peinture qui n'est pas flamboyante, les couleurs ne sont pas stridentes, comme ce serait le cas si on travaillait avec les couleurs arc-en-ciel. Donc, vous avez remarqué que j'ai toutes les couleurs rouges. J'ai mis 2 rouges différents. Rouge vermillon, rouge d'Orient, orangé, jaune, vert émeraude, bleu et violet. Oui? Vous avez parlé qu'il y a l'arc-en-ciel et puis l'arc-en-terre. Oui. Apparemment qu'il y a des artistes qui peinturent juste avec l'arc-en-terre, puis il y en a d'autres qui peinturent juste avec l'arc-en-ciel. Moi, je me demande, est-ce qu'on peut combiner les deux? Bien sûr, on peut combiner les deux. C'est-à-dire, il y a des peintres qui vont travailler avec des couleurs stridentes. On a eu un exemple comme par exemple les fauves. La peinture moderne, c'est toujours des couleurs telles que ça sort du tube des fois. C'est les couleurs arc-en-ciel. Et puis vous avez les terres de l'autre côté. La plupart qui emploient les terres, ce sont des peintres qui font généralement de la peinture objective, la peinture classique. Mais combiner les deux, ce serait un peu loufoque. Il faut être clair, net. Si vous, par exemple, vous allez prendre un parti, mettons qu'il y en a 2 partis, parti, mettons-nous dans le jeu, parti libéral, parti conservateur. Vous vous dites, moi, je ne veux pas aller avec l'un, je ne veux pas aller avec l'autre, je vais aller entre les deux. Personne n'en voudra de vous. Alors, il faut se brancher. Ou bien vous êtes un peintre moderne, avec des tons modernes, des tons frais, des tons stridents, ou bien vous êtes un peintre, vous allez prendre les tonalités qui sont sombres, mais cela ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être beau avec ça, tout aussi beau que ça, à condition d'arriver à l'apogée de ce que vous faites. Eugène Carrière n'a travaillé qu'avec ces tons-là, ça et ça, seulement. Et il en a fait des œuvres admirables, des portraits admirables, des maternités qui sont au Louvre, à l'art moderne maintenant. Donc, il faut choisir ou l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Bon. Vous avez remarqué que je n'ai pas de blanc. Moi, le blanc, je l'appelle le poison. Quand je dis à un élève, mettez-moi un peu de blanc, je lui dis, mettez un peu de poison. Je vais en mettre. Je mets ici le blanc et j'en mets ici.
D'habitude, vous pouvez mettre le blanc à 2 places. Pourquoi à 2 places? On a dit que ça, c'est les tons qui sont chauds, ça, c'est les froids. Vous pouvez faire vos mélanges avec les tons froids, comme ceci. Vous prenez du bleu et que vous mélangez avec le blanc, et ça, c'est un ton froid. Vous prenez, vous changez de pinceau, et vous prenez du rouge, prenons ce rouge-là, que vous mélangez avec le blanc, et c'est un ton chaud. Pourquoi j'ai dit poison? Parce que dès que vous prenez le rouge, que vous mélangez avec le blanc va toujours faire tort au résultat du mélange. La couleur blanche, on disait dans le temps que c'est du soleil en tube. Rien de plus faux que ça. Le blanc n'est pas du soleil, c'est au contraire. Il va délaver les couleurs. Mais que voulez-vous? Il faut s'habituer à vivre avec. Bon gré, mal gré, il faut l'employer. Mais employez-le le moins possible. Maintenant, vous avez des couleurs, comme par exemple, prenons le vert. Ça, c'est un vert émeraude. Ça, c'est un très, très, très beau vert. À quoi ça sert? C'est une couleur stridente, mais vous pouvez le mélanger avec n'importe d'autres couleurs, qui soient même argentaires, ici, d'éther, et vous pouvez avoir des tons qui sont fantastiques. Regardez ça, je vais prendre ça avec ceci. Et vous allez obtenir un gris qui est lumineux, pour ainsi dire, chaud, si vous employez beaucoup plus de rouge, froid, si vous mettez beaucoup plus de vert. Vous avez ce ton-là. Ce ton que vous avez ici, si vous le mettez sur une surface blanche, tenez ici la palette, évidemment, elle paraît, je vous le montrerai. Mettons ceci là. Un peu de rouge. Ce gris que vous avez, un gris, avez-vous remarqué que dans les tableaux anciens, il y a toujours, après 2-3 siècles, les couleurs deviennent un peu couleur pain cuit. Pour quelle raison? Parce qu'on prenait justement une couleur qui est arc-en-ciel, et ça n'existait pas, mais il y avait la couleur à peu près ça, et on l'a mélangé avec une couleur chaude qui est le rouge. Alors ensemble, ça formait un fond. Nous allons voir ça quand on va ébaucher les peintures. On peut ébaucher la toile de 10-12 manières. Je vous le montrerai en temps et lieu. Donc, toujours, on peut prendre une couleur froide, on la mélange avec une couleur chaude, et on peut donner les tons qu'on veut, chaud et froid. C'est pour cela, ne pensez pas que ceux qui vont travailler seulement avec ces couleurs n'emploieront que ces couleurs seulement. Toujours, ils vont faire des emprunts ici. On dit faire passer les couleurs. Qu'est-ce que c'est passer les couleurs? C'est-à-dire, la couleur qui est stridente ici, je ne veux pas la voir telle qu'elle est, je vais la passer, je prends une couleur comme ceci, et puis voilà, je l'ai changé de couleur. Ça, c'est beau comme couleur. Ça, c'est affreux. Les couleurs qui sortent du tube sont abominables à employer. Aucune couleur qui sort du tube, vous allez l'employer pure. Donc, en peinture, en général, vous n'emploierez jamais une couleur pure, sauf une seule. Le vert véronèse. Pourquoi le vert véronèse? Parce qu'il ne se mélange pas avec les autres couleurs. Il fait toujours cavalier seul, lui. Il est mauvais coucheur. Il est toujours là, vous prenez le vert véronèse et vous l'appliquez, vous ne reprenez pas ça. Comprenez? Oui. J'avais une question à vous poser, M. Attier. C'est que moi, là, j'ai un problème. Les bleus, je ne sais jamais quel bleu utiliser. Il y a plusieurs bleus, bleu de cobalt, bleu d'outre-mer, bleu ceruléen.
Oui. Bon, quel Alors, vous qu'on ne savez peut- pas c'est lequel. quoi? Oui. Bon, écoutez, savez-vous que chacun de nous a une propension pour telle ou telle ou telle couleur? Vous devez avoir encore une propension, mettons, pour les couleurs, les bleus clairs. Vous allez employer le bleu céruléum. La couleur bleu de cobalt est une couleur moyenne. La couleur le bleu d'outre-mer, c'est une couleur qui est plus foncée. Vous, quelle couleur vous aimez? J'aimerais, par exemple, ça c'est le céruléum. Vous prenez le céruléum. Si vous voulez prendre un plus foncé, qui est le bleu d'outre-mer, vous le mettez. Vous allez toujours l'éclaircir. Vous allez l'éclaircir en le mélangeant avec le blanc. Donc, ça, vous ferez le choix que vous voulez. Il n'y a pas une règle qui va vous dire employez tel bleu pour tel sujet ou tel rouge pour tel objet. C'est à vous. C'est votre sensation propre. C'est votre instinct qui doit travailler, votre propre sensation des goûts et des couleurs. On dit, il ne faut pas en discuter. Chacun a son goût. Il travaille à son goût, heureusement. Parce que si tout le monde travaillait de la même façon, on arriverait au même résultat, ce serait ennuyeux. Bon, où est-ce que j'en étais là? Maintenant, il y a le noir aussi. Le noir, je l'ai mis juste au fond. Est-ce que c'est une couleur? On en a parlé. Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Le noir, c'est toutes les couleurs. Le blanc, c'est toutes les couleurs ensemble. Le noir, c'est l'absence de couleurs. On n'emploie jamais le noir pur. Il ne faut jamais employer le blanc pur. J'avais un copain peintre qui fait de l'acrylique, lui. Il employait l'acrylique blanche. Pau, d'un seul coup. Mais je lui ai dit, mais vous employez le blanc pur, comme ça? Il me dit, oui. Je dis, mais ça ne s'emploie pas pur. C'est pas beau, ça. Il m'a dit, mais c'est quoi, voyez-vous, moi je sais qu'avec les années, il va jaunir. Et il s'est défendu. Bon, écoutez, ne jouons pas. Lui, l'avenir fera son compte tout seul. Nous devons faire notre compte immédiat. Qu'est-ce que ça nous donne maintenant? Si on va prendre les précautions voulues, d'accord, mais pas plus. Donc, le blanc, c'est une couleur à ne pas conseiller, employer le moins possible. On reconnaît un peintre coloriste d'après la parcimonie de blanc qu'il met dans ses tableaux. Le moins possible, et ne croyez pas que quand vous êtes en train de faire un tableau et vous dites « je veux mettre de la lumière », qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez du blanc et vous mettez par-dessus. Ça devient de plus en plus gris. « Oh, c'est pas bon, c'est trop, il faut que je mette un peu de rouge. » Vous mettez du rouge. Et ça n'a pas résolu. Je prends encore du blanc, il faut l'éclaircir. Ça fait une salade russe. Ça donne quoi? Un ton qui est pauvre. N'est-ce pas? Alors, ces couleurs-là, lorsque vous allez vous avez dessiné un sujet et vous voulez mettre une couleur sur votre palette, vous mélangez votre couleur. Vous allez faire un ciel. Donc, vous prenez votre pinceau et vous avez mélangé votre couleur. Là, je vais faire, évidemment, un jour, je vais faire un tableau devant vous, un paysage, et je vais vous dire comment vous allez commencer. Mettons ici, vous faites un ciel, vous avez préparé la couleur du ciel. Le ciel, disons, va être là. Bon, c'est là où je vais mettre mon ciel. Tiens, vous avez mis votre couleur ici, le mélange, pour le mettre ici, sur le tableau. Mais sur le ciel, vous allez mettre une montagne. La montagne, vous allez prendre un peu de violet, n'est-ce pas? Et vous allez faire un violet. Tenez, avec un peu de bleu. Ça, c'est la couleur, disons, de la montagne. Et vous mettez votre mélange, vous faites votre mélange à côté. N'est-ce pas? Vous allez faire votre mélange à côté sur la palette. Ça, c'est le blanc et ça, c'est le violet que j'emploie. La couleur de ma montagne est ceci. Avant d'aller mettre votre ciel au complet,
Et après, vous dites, j'ai fait mon ciel, maintenant je vais mettre ma montagne par-dessus. Déjà, en regardant cette couleur et cette couleur, vous pouvez, dès le départ, juger si les deux tons s'accordent, parce qu'il faut parler d'amitié et d'inimitié de couleur. Déjà, vous avez une idée. Ça pourrait être, à ce moment-là, vous faites votre mélange, vous le prenez et vous l'appliquez sur le ciel, à la place du ciel. Pas partout, ici seulement. Dites, ah, cette couleur-là, elle est bonne, vous allez prendre votre couleur et vous dites, tiens, je vais la mettre ici. À ce moment-là, vous savez que la couleur de cette montagne me plaît parce que j'en ai eu l'expérience ici, donc ça peut aller. Vous avez donc commencé par mettre une touche, vous avez fini par mettre l'autre à côté. Vous allez arrêter. Vous n'allez pas le faire. Toute la montagne et tout le ciel, allez ailleurs. Il y a le lac, vous avez fait le bleu du ciel est ici, vous mettez le bleu du lac. À côté, il y a telle ou telle couleur. Vous allez prendre ceci et vous allez mettre ça à côté pour faire quoi? Pour faire le terrain, n'est-ce pas? Et voilà. Et vous allez donner des tons. Vous allez sauter ailleurs. Il y a un arbre ici, vous allez faire le tronc de l'arbre, mettre une branche. Autrement dit, vous devez travailler partout sur votre toile. Ne commencez pas par le ciel pour finir au premier plan. Ça, ce n'est pas de la peinture comme on l'entend. Une teinte, quand vous mettez une teinte et vous changez la teinte qui est à côté, vous devez tout changer. Cézanne le disait, changer une seule touche. Dans ma peinture, vous êtes obligé de changer toutes les touches qui sont autour en partant de ce point-là. Et je vais vous donner tout de suite un petit exemple. Si vous prenez, par exemple, je vais prendre quelque chose. Ici, on a parlé de complémentaires. Hein. Les complémentaires, je vais reprendre ça encore avec vous une deuxième fois. Si vous prenez deux complémentaires, c'est-à-dire le rouge, avec sa complémentaire, le vert, hein, ça va se détruire. Mais si vous prenez, par exemple, le rouge que vous mettez ici, et à côté, vous allez prendre le vert que vous mettez à côté, là, ils vont s'exalter. Mélangez-les, ils se détruisent. Ça peut donner un beau gris quand même, mais ça se détruit. Et pour être convaincu de ce que je vais vous dire, je vais vous montrer ceci. Écoutez bien. Prenons ces deux couleurs-là, ça et ça, noir et blanc. Sur le noir, je vais mettre de même couleur. Ça, c'est la même couleur. Vous êtes d'accord? Excusez, mes doigts sont sales. Voilà. Ces deux couleurs sont pareilles. Faites-moi confiance, je vous ai coupé en même pièce. On va mettre une ici, sur le blanc, et l'autre sur le noir. Est-ce qu'ils conservent le même coloris, d'après vous? Il y en a une qui a de l'air plus pâle que l'autre à côté du noir. Oui, là, pourquoi elle est plus pâle? Parce que la couleur complémentaire, une couleur, va projeter sa couleur complémentaire sur la couleur suivante, la couleur voisine. C'est-à-dire que ceci est foncé, il va éclairer ça. Et celui-ci éclaire, il va assombrir. Alors, ce carré est plus clair que celui-là. Êtes-vous d'accord? Oui. Comme ça, vous ne nous avez pas joué de tour, là. Non, 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 je ne joue pas de tour. Je les enlève et je vous les montre et vous allez voir qu'ils sont de la même couleur. Vous les mettez ici, ils changent de couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez mettre une touche sur votre tableau, n'est-ce pas? Et que vous mettez à côté une autre touche, ça va changer. Non seulement deux, mais vous n'allez pas seulement mettre une seule touche ou deux touches l'une à côté de l'autre, mais vous allez mettre encore une touche d'une couleur différente ici et une autre touche d'une couleur différente à côté. Donc ça va faire une mosaïque de couleurs et chaque couleur va jouer sur sa voisine. Imaginez donc
le problème que ça crée. Cézanne mettait 15 à 20 minutes, je dis bien 15 à 20 minutes, qui scrutait la profondeur des branches. Et il disait, il me semblait que mes yeux saignaient à force de regarder pour trouver le ton juste et l'appliquer. 15 à 20 minutes pour mettre une touche. Alors que je vois à la télévision, il y en a un qui fait combien 10, 15 tableaux en l'espace d'une demi-heure. N'est-ce pas? On l'a vu, n'est-ce pas? Ça, c'est autre chose. Non. Le temps ne compte pas en faisant une peinture. Alors, l'œil, c'est un organe qui est extrêmement compliqué. On ne peut pas tricher avec l'œil. C'est pour cela, dans votre peinture, quand vous faites un tableau, vous devez tenir compte toujours de l'œil. Parce que quand vous peignez pour montrer à l'œil. C'est l'œil qui passe le premier. Et l'œil aime toujours les contrastes. C'est pour cela, vous prenez une couleur qui est voyante, vous mettez à côté une couleur qui est douce. Vous mettez ici une ligne verticale, vous allez mettre à côté une ligne horizontale, comme on a expliqué la fois dernière. Hein? Alors, maintenant, donc, vous avez ici des couleurs qui sont des terres à base d'argile et à base d'ocre, et ici, vous avez des couleurs à base de sel métallique. Les sels métalliques, ça, c'est extrêmement délicat. On ne peut pas jouer avec, ça joue beaucoup de tours. Mais les couleurs de terre sont fixes et solides. Vous pouvez les employer. Vous pouvez même, comme je vous dis, faire un tableau très lumineux avec des couleurs sombres et ternes. Comme vous pouvez faire une croûte avec des couleurs comme celle-ci. Et je vous assure que vous êtes mieux d'employer ces couleurs que d'employer ces couleurs arc-en-ciel parce que vous allez avoir beaucoup moins de troubles. Comme d'habitude, oui, si vous avez une question, ça va être vite parce que je vais lire maintenant les questions des téléspectateurs. Oui? Oui, j'ai un copain qui fabrique ses propres couleurs. Puis, Oui. Il met de la cire dedans. Alors, moi, De la cire? je me posais, oui, il met de la cire dedans. Je me demandais pourquoi il met de la cire. Oui, ça, il faut que je vous en parle dans une autre émission, parce que la fabrication des couleurs, ça, c'est une question qui se pose. Il y en a, les compagnies, il y en a qui en font de bonne qualité de peinture, il y en a une qualité moyenne, une qualité qui est médiocre pour accommoder tout le monde. La cire, oui, il a raison. Pourquoi? Parce que si on ne mettait pas la cire dans la composition des couleurs, vous ne pourriez pas conserver ça plusieurs années et vous sécher tout de suite. Mais quand vous mettez la cire, là, ça peut durer 15, 20 ans, 25 ans et plus. Allez-y vite. Oui, et c'est comme le blanc et le noir, vous conseillez de ne pas trop l'employer. Oui. Mais quand on remarque aujourd'hui, surtout la peinture moderne ou abstraite, Oui, on tout à remarque que fait. les peintres, les artistes Ils en abusent. Ils en abusent. Oui. Ils en mettent de trop. Pourquoi? Parce que, en deux mots, la peinture moderne va contre toutes les règles qui sont déjà établies depuis. Et on ne reconnaît plus rien, ni perspective, ni règles, ni loi. Alors, à chacun faire quelque chose de nouveau. Il faut choquer, il faut aller contre les règles pour arriver à retenir le passant et à l'intéresser à ce que nous faisons. C'est pour cette raison, eux, ils prennent le blanc et puis avec une brosse, avec un rouleau, avec n'importe quoi. Ça, ben, écoutez, là, on en parlera une autre fois. J'aimerais bien répondre à une par personne interposée. Ce n'est pas une lettre, mais c'est une personne qui m'a fait comprendre qu'une fois, j'ai dit dans une de mes émissions qu'une peinture devrait demeurer inachevée pour être humainement valable. Et il se demandait comment il faut qu'il ne finisse pas ses peintures. Je présume qu'il doit être un peintre hyper réaliste. Donc, il faut que tout soit continu. Ça, on peut faire de la peinture hyper réaliste et laisser des côtés qui ne sont pas terminés pour concentrer le regard vers un point. N'est-ce pas?
D'ailleurs, quand vous faites votre tableau, il faut toujours choisir le cœur du tableau. Comme dans l'être humain, il y a un cœur, le cœur est là. Où est-ce qu'il faut choisir ce point dominant? Telle place. Donc, vous faites votre tableau en fonction de cette place qui est là. Mais vous allez donner moins d'importance à tout ce qui l'entoure, parce qu'on revient à l'œil. L'œil doit toujours avoir la variété et l'unité en même temps dans le tableau. Mais pour répondre à ce peintre, ce collègue, je lui citerai Jean Rostand. Une fois, Jean Rostand a regardé un tableau, il a dit « un beau tableau. Que manque-t-il à ce tableau, sinon d'être moins parfait? Il est trop parfait. Donc, il n'a plus l'intérêt du regardant. » Et pour finir, je vais lui raconter une histoire sur Rodin. Rodin, le fameux sculpteur, qui ne finissait pas ses sculptures. Il commençait avec un bloc de marbre et il en sortait une belle tête. Alors ce sculpteur, Injalbert, qui faisait de la sculpture très pompier, très méthodique, très classique, a dit « mais c'est dommage que Rodin ne finisse pas ses peintures ». Alors la parole a été dite à Rodin, et Rodin leur a dit « que voulez-vous? Il y a des gens qui travaillent pour le fini, il y a des gens qui travaillent pour l'infini. » Alors sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir, merci de votre présence, merci à vous chers téléspectateurs. À la prochaine et on essaiera de continuer tant bien que mal ce que nous avons commencé aujourd'hui et que nous n'avons pas pu terminer comme je l'entendais. On se rattrapera. Merci de votre présence.